Je pense que vous connaissez l'URML, donc l'animatrice de cette soirée et organisatrice avec Sandrine Gabet de l'URML. Donc on remercie professeur Cabier pour cette présentation qui va débuter. Avant, j'espère que tout le monde a rempli son petit pré-test et nous l'a renvoyé. Donc professeur Cabier va commencer la présentation. S'il y a des questions, vous pouvez mettre au fur et à mesure de la présentation dans le chat et puis on y répondra après. Et puis s'il y a d'autres questions qui viennent après, il n'y a pas de souci, on fera au mieux. Donc je ne vous retiens pas plus et puis je laisse la place au professeur Cabier. D'accord, merci beaucoup. Bien, bonjour à tous, bonsoir. Je suis très content qu'on ait pu mettre en place cette réunion d'information et de mise au point sur l'infection à monkeypox parce que vous allez voir, même si heureusement on n'est pas du tout dans une situation épidémique majeure, il y a un certain nombre de points de vigilance que je vais essayer de vous montrer. Et puis, comme dans beaucoup de pathologies, vous êtes vraiment en première ligne dans le diagnostic et la prise en charge de ces patients. Et donc, c'était vraiment important qu'on puisse faire ce point. Alors, comment je change de diapo? Je ne suis pas en mode habituel. Voilà. Alors. Ok, donc alors, un petit peu de virologie. Donc, on a encore affaire à un virus. Alors, c'est un virus qui n'a rien à voir avec les virus auxquels on est habitué, virus des arbovirus ou virus du Covid. Là, c'est un virus à ADN. C'est un poxviridé, donc de la famille des orthopoxvirus, donc la même famille, le même genre que le virus de la variole. Donc là, c'est le monkeypox virus. Donc, c'est un virus à ADN, double brin. C'est un gros virus qui est enveloppé, mais contrairement à beaucoup de virus enveloppés, son enveloppe est très résistante et donc c'est un virus qui résiste assez bien dans le milieu extérieur. Il est quand même normalement inactivé par les différents détergents et désinfectants, notamment par la javel, mais aussi par les détergents ménagers et la chaleur. Sur le plan de la génétique de ce virus, de manière historique, c'est ce qu'on voit un peu sur la droite, on distingue deux clades. La première clade qui correspond qu'on appelait avant clade d'Afrique centrale, maintenant qu'on appelle clade 1, et puis la clade 2 qui était celle qui correspondait plus à l'Afrique de l'Ouest. Et puis on se rend compte que finalement, ces dernières années est apparue une nouvelle clade 2B qui en fait correspond au virus, et on va revenir dessus, qui sont sortis d'Afrique et qui ont donné des cas hors d'Afrique. Et vous voyez que là, tous les cas dont on parle actuellement correspondent à la clade B1, qui génétiquement est assez éloignée malgré tout. Alors de la clade 1, c'est sûr, et même au sein de la clade 2, on a génétiquement là des virus qui sont différents de ce qui a circulé jusqu'à présent. Alors, juste pour comprendre un peu où on en est avec ce virus et ce qu'on sait. Alors déjà, première chose, même si c'est un virus comme beaucoup de virus qui a été découvert au début des années 50, il y a beaucoup de choses encore qui sont mal connues sur ce virus. Donc ce virus a été découvert, isolé la première fois en 1958 chez des singes importés de Singapour au Danemark. Et donc, en fait, les chercheurs qui travaillaient sur ces singes ont été étonnés de voir une éruption qui ressemblait à la variole. Et donc, c'est à partir de ces singes qu'a été isolé le virus, le monkeypox. En fait, on sait maintenant que le singe est un hôte tout à fait inhabituel et accessoire chez ce virus. Et donc, c'est vraiment par hasard qu'on l'a trouvé chez le singe. Donc ça, c'est fin des années 50. En 1970, on a décrit le premier cas qui est survenu chez un enfant en République démocratique du Congo. Ensuite, il y a eu des cas sporadiques observés principalement en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on voit sur la carte en haut à gauche. Et puis aussi au Nigeria et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. La première grande épidémie a été observée en République démocratique du Congo en 1996.
Puis, fait important, en 2003, c'est la première fois que ce virus est sorti d'Afrique. Et il y a eu 47 cas aux États-Unis. Il y a eu une épidémie qui était en fait liée à l'importation illicite de rongeurs d'Afrique centrale vers les États-Unis et contamination secondaire de rongeurs locaux. Et c'est à partir de là, en fait, au contact des rongeurs, que les cas humains sont survenus. Et donc, jusqu'alors, on ne parlait pas de transmission interhumaine ou très très peu. Ensuite, au cours des années 2000, 2010, début 2020, on a observé régulièrement des cas sporadiques chez des voyageurs qui avaient voyagé soit en Afrique centrale, soit en Afrique de l'Ouest, principalement au Nigeria. Et donc, on a observé des cas au Royaume-Uni, en Israël, à Singapour. Ce qu'on peut aussi remarquer avant l'émergence actuelle, c'est que finalement, le nombre de cas déclarés, enfin authentifiés, a quand même beaucoup augmenté depuis les années 70, puisque vous voyez, on était à 47 cas pour cette décennie-là, puis 356, 520, et puis là, on est passé à beaucoup plus de cas dans la décennie 2009-2010. Et puis en mai 2022, on a eu là une émergence qui ne s'était jamais produite, c'est-à-dire un certain nombre de cas sans lien avec un foyer d'Afrique subsaharienne qu'on a observé en Europe, en Amérique, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Alors, quelle est la situation épidémiologique concernant cette émergence au 18 septembre 2022? Vous voyez que dans le monde, on en est à 61 000 cas confirmés. Ces cas confirmés, on les retrouve principalement dans la région, dans la zone Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, Mexique, et puis le nord de l'Amérique du Sud. Et puis la deuxième région la plus touchée, c'est l'Europe de l'Ouest. Vous voyez donc en tout 61 000 cas, 23 décès. À noter que la plupart des décès sont survenus dans la région africaine et probablement, puisque là c'est des données globales, probablement en fait des cas qui n'ont rien à voir avec cette émergence extra-africaine, mais qui correspond plus aux cas habituellement observés en Afrique. Là en haut à droite, vous avez la courbe épidémique. En bleu, c'est ce qui se passe dans la région Amérique. En rouge brique, ce qui se passe dans la région européenne. Vous voyez qu'on est passé par un pic au mois de juillet globalement et que là, on est sur une diminution particulièrement marquée d'ailleurs en Europe, plus qu'au niveau de la zone Amérique. La situation en Europe hier, donc ce sont les données les plus récentes, on en est à 20 000 cas confirmés dans l'Union européenne. Et que c'est l'Espagne, la France, l'Allemagne, et puis aussi Portugal, Italie, Belgique, Hollande. Alors, la situation en France, on en est à quasiment 4000 cas confirmés. Il y a 10 enfants et le reste, ce sont des personnes âgées de plus de 15 ans. Vous voyez qu'il y a une écrasante majorité d'hommes, 3894 hommes sur les 3999 cas. Et la particularité épidémiologique qu'on observe depuis le début, c'est que ces hommes sont quasiment tous des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. C'est pas exclusivement, mais c'est plus de 95% qui se définissent comme tels. Et vous allez voir finalement une infection qui se transmet principalement au cours des relations sexuelles. Il y a 95 femmes donc, qui ont été diagnostiquées. On voit que l'âge médian de ces personnes, c'est 36 ans. Il y a eu 87 cas d'hospitalisation, on va revenir dessus. Donc, je vous ai dit, caractéristiques principales des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes et les facteurs finalement déclenchant et amplifiant cette émergence, ça a été les Gay Pride qui se sont déroulés dans le sud de l'Europe, notamment en Espagne, au Portugal, dans les îles Canaries et dans d'autres régions après, avec voilà, des personnes affectées qui se sont retrouvées dans d'autres rassemblements. Et c'est vraiment comme ça que l'épidémie est née.
Donc vous voyez sur la courbe ici en bas du tableau, donc c'est la courbe épidémique. Donc les dates, donc c'est par semaine, ça correspond pas à la semaine de diagnostic, mais à la semaine de début des signes. Donc si j'avais mis la courbe de diagnostic, il y aurait eu un petit décalage. Donc le premier cas en France, c'est la première semaine du mois de mai. Et vous voyez qu'on a atteint en fait le pic épidémique en France assez tôt, à la fin du mois de juin, et puis que depuis, on a une diminution régulière du nombre de cas. Lorsqu'on regarde les régions atteintes en France, on voit que donc la plupart des cas sont dans l'Hexagone, sont dans la région parisienne, dans le sud de la France. Sur l'outre-mer, on voit que c'est en Martinique qu'on a diagnostiqué le plus de cas, avec, on va revenir dessus tout de suite, avec 7 cas confirmés. On voit que dans les autres territoires d'outre-mer, territoires ou départements, il y a moins de 5 cas, notifiés, et en Guyane, aucun cas. Alors la situation en Martinique, le début des signes du premier cas, c'est le 1er juillet 2022. Le début des signes du dernier cas, c'est le 12 août 2022. Et donc, qu'on a diagnostiqué quelques jours après. Et donc, depuis, on a eu quelques suspicions, mais aucune autre confirmation. Donc, parmi ces 8 cas, 7 cas ont été confirmés. Un est resté classé probable parce que il y a eu un problème technique pour le transport de son échantillon. Il s'agissait de 8 hommes qui avaient des rapports sexuels avec d'autres hommes, dont la moitié se déclarant bisexuels, c'est-à-dire ayant de manière simultanée aussi des relations avec des femmes, et on en reparlera, on parlera de ça à la fin de la présentation. Un âge médian de 41 ans, un délai diagnostique immédiat d'une dizaine de jours, avec quand même des extrêmes allant de 4 à 28 jours. Alors, ce qu'on sait de la transmission et de l'incubation de cette infection, donc la contagiosité débute en même temps que les symptômes cliniques. Alors, on va voir que les manifestations cliniques, c'est une éruption vésiculo-croûteuse, et donc la contagion dure du début des premiers symptômes jusqu'à la chute des croûtes. La transmission est le plus souvent directe, et c'est lorsqu'il y a des contacts cutanés imiqueux avec des lésions. Et donc, en tout cas, dans l'émergence actuelle, et c'est un phénomène très nouveau par rapport à ce qu'on connaissait de la maladie, ces contacts ont lieu le plus souvent, voire quasi exclusivement, au cours de relations sexuelles. Il y a une transmission possible par des gouttelettes respiratoires, comme le Covid, mais ce n'est pas un mode de transmission très important, et occasionnellement, on peut avoir des transmissions indirectes par des matériels souillés, mais là encore, c'est beaucoup moins important que la transmission par des contacts directs avec la peau ou les muqueuses. Jusqu'à présent, dans les cas les transmissions d'homme à homme sont très rares, et c'est quasiment toujours des transmissions d'un animal infecté aux humains. Donc là, c'est aussi particulier, puisque là, on a vraiment une transmission interhumaine très prédominante. Le risque de transmission par contact direct avec le sang est très faible, voire probablement nul. Vous avez sur ce tableau à droite les quantités de virus retrouvés dans différents prélèvements, les lésions cutanées, le plasma, prélèvement oropharyngé ou prélèvement anal. Et on voit que dans le sang, alors en fait c'est les CT, c'est la quantification sur la PCR, donc plus c'est élevé, moins il y a de virus. Donc on voit que c'est dans le plasma qu'il y a le moins de virus, et que par contre c'est dans les lésions cutanées qu'on en trouve le plus. L'incubation de la maladie est de 7 à 14 jours, avec des extrêmes allant de 3 à 21 jours. Alors, la description clinique maintenant. Alors, je commence par la description clinique telle qu'on nous l'a livrée au mois de mai 2022, quand l'émergence est arrivée, puisque, en tout cas, voilà, moi, j'avais jamais vu de cas de cette maladie, et peu de personnes en France en avaient vu. Et donc, on est parti sur la description typique de ce qu'on connaissait de la forme observée jusqu'alors en Afrique, et sur une prise en charge et une organisation qu'on met en place lorsqu'on a un virus émergent, et vous allez voir que les choses ont beaucoup évolué depuis. Donc la description typique, c'est 2 phases, une phase prodromique avec un syndrome infectieux, fièvre, syndrome algique,
souvent angine, adénopathie cervicale ou inguinale. Et puis secondairement, une éruption vésiculo-croûteuse constituée d'une poussée unique, centrifuge, et pouvant toucher les paumes et les plantes avec une guérison en 2 à 4 semaines. Et vous voyez à l'écran l'évolution typique des lésions, une papulovésicule qui progressivement devient ombiliquée avec une petite dépression au centre. Cette dépression évolue avec une croûte au centre et puis ensuite la croûte tombe et on a la guérison. En fait, lorsqu'on a commencé à regarder, à analyser les différents cas et à voir ce qui a été observé, d'abord on a observé la même chose partout. Et ce qu'on a observé, alors excusez-moi, du coup, comme je suis pas en mode, je vais passer là-dessus, parce que comme je suis pas en mode présentation pour des raisons techniques, il y avait des diapositives que j'avais masquées, voilà, et du coup, qui passent quand même. Alors, en fait, on se rend compte que ce qu'on observe, c'est pas tout à fait ce que je vous ai indiqué. En fait, on a une maladie qui ressemble dans son expression pas mal à ce qu'on observe notamment au cours de la syphilis, c'est-à-dire qu'au départ, on a, dans l'immense majorité des cas, des relations sexuelles, orales, génitales ou anales, ou un contact cutané rapproché intime, une incubation donc 3 à 14 jours, et puis des lésions primaires, c'est-à-dire des lésions qui surviennent à l'endroit où s'est fait le contact et donc qui correspondent à l'entrée du virus dans l'organisme. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on observe avec la syphilis, avec le chancre qui survient soit au niveau génital, soit au niveau anal, soit au niveau oral. Et donc là, on observe la même chose. Donc vous avez là des lésions primaires au niveau génital, au niveau pénien. Donc il peut y avoir beaucoup de lésions, comme on le voit ici sur cette photo, ou simplement une ou deux lésions, des lésions de ce type qui ressemblent pas mal à l'herpès, ce qui est assez caractéristique, et dans les quelques cas qu'on a vus en Martinique, c'est ce qu'on a vu aussi, c'est la formation de cette croûte noire au centre de la lésion, et ça, c'est pas pathognomonique, mais c'est vraiment très, très évocateur, cette croûte noire. Donc, on peut avoir des lésions du même type au niveau anal, au niveau oropharyngé, avec une angine, avec des lésions donc, qui peuvent se situer sous la langue, au niveau de la lèvre, au niveau des gencives. Et puis, on peut avoir aussi donc, une porte d'entrée initiale, une lésion primaire, au niveau cutané, pubis, visage, mamelon. Donc, lésion primaire au niveau de la porte d'entrée, puis on a une diffusion hématogène, ça peut de virus dans le sang, ça peut probablement dans le sang, comme pour la syphilis, et puis on va avoir des lésions cutanées secondaires et qui vont être accompagnées, alors ou non, d'un syndrome grippal, c'est à peu près la moitié des cas. Donc ce syndrome grippal, c'est de la fièvre, une asthénie, des myalgies, des céphalées, donc rien de spécifique. Et ce dont on s'est rendu compte là, c'est que dans les descriptions africaines, c'était quasiment constant, alors que là, il y a eu voilà, pas mal de cas sans ce syndrome infectieux. Contrairement à ce qu'on nous avait annoncé, on a des éléments d'âge différents. Il y a plusieurs poussées possibles. 2 à 50 lésions en général, rarement plus de 100 lésions. Pas de distribution particulière, contrairement à la varicelle. Une atteinte fréquente des extrémités, comme on le voit sur les photos, avec atteinte palmoplantaire. Donc, c'est des vésiculopustules qui évoluent vers une ombilication. Ça, c'est caractéristique des poxvirus en général, avec une nécrose centrale. Une inflammation périlésionnelle fréquente, possibilité de folliculite et évolution des lésions en 14 à 21 jours environ. On peut avoir donc des complications, le plus souvent dermatologiques, qui surviennent à partir de ces lésions secondaires. On peut avoir un exanthème maculo-papuleux, alors qu'on a cette lésion qui est pleine de virus, on a cet exanthème qui, lui, n'est pas plein de virus. On peut avoir des lésions de ce type ici qui évoquent une vascularite, un œdème du pénis avec paraphimosis, œdème de la luette, un pétigo, dermo-hypodermite bactérienne ou virale et adénite inflammatoire. Donc ça, ce sont les complications
locales et loco-régionales qui ont été le plus fréquemment observées. Alors, lorsqu'on regarde donc ce que nous dit l'OMS pour définir les formes graves, on a donc un certain nombre de critères, mais là qui correspondent plus finalement à ce qu'on observait avant l'émergence de mai 2022 par rapport à ce qu'on a observé. Mais donc hyperthermie persistante, plus de 100 lésions, douleur buccale avec odynophagie, dysphagie, volumineuse adénopathie cervicale avec compression, nausées, vomissements, cytolyse hépatique, hypoalbuménie, thrombopénie. Ce qui est frappant quand on voit ces définitions, c'est que là, il n'est fait aucune allusion aux localisations génitales ou anales qui, dans cette émergence, sont les plus fréquentes. La complication la plus fréquente, c'est la surinfection cutanée bactérienne. On a aussi possiblement un infection respiratoire basse, sepsis, encéphalite, kératite, atteinte gastro-intestinale. Lorsqu'on regarde, il y a eu une publication il y a quelques semaines maintenant dans le New England d'une compilation donc de patients pris en charge dans 16 pays différents. Il y a eu 70 hospitalisations. Donc ça permet de voir un peu finalement quelle est la gravité. On voit que de très loin, le motif d'hospitalisation le plus fréquent, c'est des anorectites hyperalgiques nécessitant une prise en charge hospitalière et des morphiniques. On voit qu'ensuite, on a la surinfection cutanée, la pharyngite avec impossibilité de s'alimenter, atteinte oculaire, principalement en chambre antérieure, insuffisance rénale, myocardite. Donc 13 personnes ont été hospitalisées parce qu'elles étaient en précarité sociale. Et puis, il y a eu, vous voyez, 2 cas de myocardite, un cas d'épiglotite. Et donc, c'est vrai, donc, en Martinique, on n'a eu aucune hospitalisation. Quand on discute avec nos collègues de l'Hexagone, c'est vraiment principalement les syndromes hyperalgiques qui hospitalisation. Il y a des formes atypiques et je voudrais vraiment insister ce soir sur les formes localisées et post-symptomatiques. Sur les photos, je vous ai montré des formes avec pas mal de lésions, mais en fait, on se rend compte que en fait, les lésions peuvent passer totalement inaperçues et on peut avoir des personnes qui ont 1 ou 2 lésions, pas douloureuses, pas forcément très visibles, pas gênantes, et donc on peut tout à fait passer inaperçu. Un des cas qu'on a vu, c'est une personne qui est venue, qui avait une lésion unique au niveau pubien, qui était informé de l'épidémie de monkeypox, qui a regardé sur Internet, qui a vu que ça ressemblait, et donc qui est venu en nous disant « j'ai le monkeypox ». Mais c'est en dehors de ce contexte bien particulier, c'est un cas qui serait probablement passé totalement inaperçu. Je vous l'ai dit, dans plus de la moitié des cas, il n'y a pas de fièvre. Les personnes à risque de forme grave, c'est les jeunes enfants, personnes dont les personnes avec VIH avec 204, les femmes enceintes avec un risque de mort fétale in utero, risque d'avortement spontané et risque de transmission périnatale avec forme néonatale grave. Donc il n'y a pas eu de cas. Il y a eu, chez les enfants, il y a eu des nourrissons qui ont été infectés, mais il n'y a pas eu de forme néonatale. La létalité avant 2022, c'est les chiffres qui sont indiqués ici, mais de manière assez claire, la létalité est beaucoup moins importante dans cette émergence actuelle. Le diagnostic différentiel, c'est les éruptions vésiculo-croûteuses. On voit la varicelle, un bouche, syphilis, infection herpétique, dermatose bulleuse non infectieuse. En fait, on se rend compte, on va revenir dessus, que la notion d'exposition est vraiment très importante et que du coup, alors bien sûr, on va se retrouver à discuter la syphilis ou l'herpès, mais que varicelle, syndrome pied-main-bouche, c'est du coup un contexte très différent. Le diagnostic virologique, pour l'instant, il n'est recommandé que chez les personnes symptomatiques, et encore, on va le voir plus systématiquement, mais on pourra en discuter. Donc, ce qu'on prélève, c'est une croûte, une vésicule. On peut aussi faire un prélèvement oropharyngé ou nasopharyngé, comme on fait pour le Covid, ou prélever de la salive. On fait ça avec un écouvillon. Le milieu de transport, c'est le même que celui qu'on utilise pour le SARS-CoV-2. On peut, dans certains cas, notamment quand on a des lésions qui sont déjà assez avancées et sèches, faire une biopsie cutanée. Le prélèvement se transporte en triple emballage et donc les virologues font des tests PCR sur les prélèvements.
En termes de traitement, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a un viral qui s'appelle le tecovirimat qui a été développé pour traiter la variole, donc qui est actif sur tous les orthopox virus, qui a une AMM européenne pour traiter la variole, mais aussi le monkeypox. Donc, vous voyez, c'est un traitement qui dure 14 jours. En fait, on n'a aucune donnée d'efficacité chez l'homme pour l'instant. On a des données d'efficacité chez les primates non humains. On commence à avoir des données, en tout cas, de tolérance, mais pour l'instant, voilà, pas de. Attendez, j'ai été un peu trop vite. Pas de données d'efficacité. On a un autre antiviral, le cidofovir, ou sa prodrogue, le brincidofovir, qui sont des médicaments pas très bien tolérés. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée. Donc, les quelques personnes qui ont été traitées en France par le tecovirimat l'ont été. Enfin, voilà, les quelques personnes qui ont été traitées l'ont été par le tecovirimat. Donc, l'indication du traitement, c'est pas systématique. C'est à discuter au cas par cas pour les formes graves ou chez les personnes à risque de formes graves. Il y a une étude randomisée européenne en cours. Actuellement, en Martinique, on a un traitement d'avance qui est arrivé en Martinique. Et de toute façon, pour pouvoir l'utiliser, il faut la suite de la DGS. Donc voilà, il y a tout un circuit pour pouvoir le débloquer. La prise en charge thérapeutique, les principes en sont assez simples. Donc c'est un traitement symptomatique qui repose sur la prévention de la surinfection, le traitement de la douleur, la prévention des cicatrices. Donc, traitement par voie générale, c'est principalement donc les analgésiques, soit généraux, soit locaux, parce que effectivement, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, une des complications la plus fréquente, c'est l'anorexie hyperalgique. On peut donner des antihistaminiques en cas de prurite. Une des questions importantes, c'est les co-infections, notamment par Chlamydia trachomatis, par le gonocoque, par le VIH. Et donc, en fait, pour l'instant, pour des raisons de sécurité, lorsqu'on réalise un prélèvement pour chercher le monkeypox, on ne peut pas faire le prélèvement pour les autres IST, en tout cas le prélèvement local, le prélèvement urinaire, par exemple, ou le prélèvement au niveau anal. Et donc, du coup, on est obligé d'attendre le résultat et du coup la négativité s'il est positif pour pouvoir faire ces autres prélèvements. Et donc, d'un point de vue empirique, dans les cas qu'on a vus, on a donné un traitement probabiliste contre Chlamydia trachomatis et Neisseria et contre le gonocoque. Par contre, voilà, il n'y a pas de problème pour faire un test de dépistage du VIH ou de la syphilis. Les soins locaux, donc c'est des principes généraux de dermatologie. N'appliquer aucun produit sur la peau contenant antibiotiques, antiviral, antifluorigineux ou anesthésique, parce que ça favorise la surinfection. Avec un soin à l'avant dermatologique, petit sur gras, huile de douche. Les crèmes cicatrisantes au sulfate de cuivre et sulfate de zinc, une fois que les croûtes sont apparues. Protéger avec de l'écran solaire pour éviter la pigmentation des cicatrices. Et puis, des mesures habituelles, par exemple, de couper les ongles. En termes de protection, quand on a eu l'émergence 2022, on est parti sur un virus émergent et l'activation d'un dispositif de protection important. Alors, les choses ont un peu évolué, mais finalement, pas beaucoup. On sait que donc la transmission se fait principalement par les contacts cutanés et éventuellement par des gouttelettes de salive. Donc, lorsqu'on est en contact avec un patient, on lui demande de porter un masque chirurgical, on fait l'hygiène des mains et de couvrir par des vêtements les lésions cutanées. Le soignant qui est en contact, et c'est ça qui a un peu évolué, qui est vraiment en contact rapproché avec le patient, c'est-à-dire au moment où on examine le patient, au moment où on fait le prélèvement, à ce moment-là, il faut qu'on respecte les précautions R plus contact, c'est-à-dire port d'un masque FFP2 et puis port de lunettes de gants si on touche les lésions. Et donc, ces précautions-là, c'est vraiment quand on est au contact du patient. Si on reçoit le patient, qu'on discute avec lui, qu'on l'interroge, c'est pas nécessaire. Il porte lui un masque chirurgical, nous aussi un masque chirurgical, comme on le fait toujours dans les lieux de soins, et puis ça s'arrête.
Alors, un mot de la vaccination. Alors, donc on n'a pas de vaccin spécifiquement développé contre le monkeypox. Par contre, on a des vaccins contre la variole. Actuellement, les vaccins qui sont disponibles sont des vaccins dits de troisième génération, qui sont en fait des vaccins vivants atténués non réplicatifs. Alors, ce que ça veut dire, ce sont des vaccins vivants atténués en fait qui dérivent du vaccin original, de la souche de vaccine Ankara, donc avec laquelle on a fabriqué pendant des dizaines d'années des vaccins contre la variole. Mais par contre, il y a le processus d'atténuation, donc se fait sur culture cellulaire et de manière très très prolongée, ce qui fait que, en fait, au cours de ces passages en culture cellulaire, de cette atténuation, le virus va perdre des morceaux de son génome. Et notamment, il va perdre la capacité de se répliquer dans les cellules humaines et dans les cellules de mammifères en général. Donc, c'est un vaccin vivant atténué, mais qui ne se réplique pas. Et donc, du coup, qui ne se réplique pas chez l'homme, qui se réplique sur le système cellulaire qui permet de le fabriquer, mais qui ne se réplique pas chez l'homme. Et donc, du coup, on n'a pas tous les effets indésirables des vaccins vivants, notamment bien le risque d'effet mimant la maladie initiale plus important, le risque d'infection généralisée chez l'immunodéprimé, les risques chez la femme enceinte, et ainsi de suite. Tout ça, on n'a pas avec ces vaccins. Actuellement, on n'a aucune donnée d'efficacité de ces vaccins chez l'homme. On a là aussi des données d'efficacité dans les modèles animaux. On a quelques données de tolérance qui sont plutôt bonnes. Actuellement, ce vaccin est indiqué uniquement chez l'adulte. Il y a peu de données chez la femme enceinte, donc on ne le recommande pas chez la femme enceinte, sauf cas vraiment très particuliers. Donc, on réalise une primo-vaccination de 2 injections à 28 jours d'intervalle, injection sous-cutanée. On en fait 3 chez les immunodéprimés. Et par contre, chez les personnes qui sont nées avant 70-75, qui ont déjà été vaccinées, on fait simplement une administration de rappel. C'est un vaccin qui est plutôt bien toléré. Il y a une réactogénicité accrue chez les personnes qui ont une dermite atopique. Donc, il y a toujours, ça c'est un élément classique pour la vaccination contre la variole, mais c'est quelque chose à prendre en compte. On peut avoir des éruptions cutanées, des troubles cardiaques, qui ne sont pas fréquents. Et les seules contre-indications, c'est l'allergie à un des constituants, dont protéines de poulet, et vous voyez gentamicine et ciprofloxacine. Alors, ces vaccins, on a eu des autorisations d'utilisation en 2 temps. D'abord, vous voyez, le 20 mai, on a commencé à utiliser ces vaccins, enfin, on a eu l'autorisation d'utiliser ces vaccins en exposition, donc chez les personnes contacts, vaccin administré idéalement dans les 4 jours suivant l'exposition, 14 jours au maximum, après un contact à risque. Et puis le 8 juillet, il y a eu un élargissement des indications de la vaccination à la vaccination pré-exposition, c'est-à-dire avant d'être en contact avec le virus, chez les personnes à très haut risque d'infection, que sont les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes et qui rapportent des partenaires sexuels multiples, les personnes trans qui ont des partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution et les professionnels des lieux de consommation sexuelle. Voilà comment le ministère a formulé les indications. Et donc, par contre, au stade où on est actuellement, pas de proposition de vaccination pré-exposition aux professionnels de santé, parce que les mesures d'hygiène habituelles sont largement suffisantes. Là, vous avez ce qu'on a fait en Martinique. Donc, on a démarré la vaccination le 18 juillet. Vous voyez qu'on a vacciné en tout 124 personnes. Il y a eu pas mal de demandes quand on a commencé. On a recontacté un certain nombre de personnes à risque qui étaient suivies soit pour une infection à VIH, soit pour une prophylaxie pré-exposition anti-VIH. En bleu, c'est les premières doses. En rouge, c'est les deuxièmes doses. Et en gris, c'est les personnes qui n'ont qu'une dose parce qu'elles ont été vaccinées antérieurement. Donc, vous voyez qu'il y a eu pas mal de demandes au mois de juillet, début août, et puis que la demande, là, est en train de diminuer. Alors, passons à la dernière partie qui est
la conduite à tenir et voilà, que fait-on en pratique? Alors, en fait, on a deux types d'informations et d'instructions sur la conduite à tenir. On a ce que nous dit Santé publique France, donc qui propose des définitions et des conduites à tenir qui ont déjà été actualisées 3 fois. Et donc ça, ce sont les dernières actualisations qui datent du début du mois de septembre 2022. Donc, on définit en fait donc les définitions de cas. On a les patients suspects, les cas possibles, les cas probables, les cas confirmés. Les patients suspects, c'est juste des personnes qui ont des signes évocateurs, sans, voilà, point. Et donc, alors c'est rédigé comme ça, une personne qui présente une éruption cutanée ou muqueuse, génitale, anale ou buccale, évocatrice de monkeypox. Donc ça a changé hein, depuis le mois de mai. Isolé, précédé ou accompagné d'une fièvre d'adénopathie ou d'une odynophagie. Le cas possible, c'est quelqu'un qui a des signes évocateurs, donc c'est un cas suspect, mais qui a en plus des facteurs d'exposition, soit un voyage dans un des pays d'Afrique où le virus circule habituellement, soit des partenaires sexuels multiples, quelle que soit l'orientation sexuelle, ou si c'est un homme qui a des relations sexuelles avec d'autres hommes. Le cas probable, c'est signe clinique évocateur et contact à risque avec un cas confirmé. Et puis, le cas confirmé, eh bien, c'est n'importe lequel de ces cas chez lesquels on a fait un prélèvement et qui a un prélèvement positif. Les personnes contact à risque, elles sont il y en a de deux types. C'est les personnes qui ont un contact non protégé sans notion de durée avec une peau lésée ou des fluides biologiques. D'un cas probable ou confirmé, quelles que soient les circonstances, y compris rapport sexuel, acte de soins médicaux, etc., ou toute personne ayant un contact non protégé à moins de 2 mètres pendant 3 heures avec un cas probable ou confirmé symptomatique. Alors, sur ce tableau, voilà, j'ai indiqué un peu ce qu'il faut faire en fonction du type de cas. Dans tous les cas, en fait, il faut demander à la personne de s'isoler le temps qu'on en sache plus. Pour le cas suspect, il faut faire un prélèvement. Pour le cas possible, il faut, le dogme général, c'est de faire un prélèvement, mais on peut s'en passer si vraiment le cas est très évocateur et qu'on a éliminé les autres diagnostics. Le cas probable, il n'est pas nécessaire de faire des prélèvements, et le cas confirmé, ben, on a fait un prélèvement par définition. On va revenir sur cette notion de prélèvement parce que vous allez voir, c'est pas tout à fait ce que dit l'HAS. La déclaration obligatoire, il faut la lancer. Donc, c'est une maladie à déclaration obligatoire avec le formulaire à récupérer sur le site de Santé publique France et envoyer à la cellule de veille sanitaire de l'ARS. Lorsqu'on lance la déclaration, on n'a pas eu le résultat du prélèvement. Par contre, en cas de cas possible, probable ou confirmé, il faut immédiatement lancer la déclaration obligatoire. Et dans ces 3 catégories, on demande aussi à la personne de prévenir tous ses contacts qu'il y a une possibilité d'infection à un monkeypox virus et qu'il faut que la personne se surveille. Alors, donc ça, c'est je dirais la logique de conduite à tenir de Santé publique France et qui découle de ce qui a été mis en place depuis le mois de mai. Au début du mois de septembre, et vous l'avez peut-être déjà vu, il y a donc eu un document très très bien fait, une réponse rapide de la Haute Autorité de Santé concernant la prise en charge en médecine de premier recours, donc qui vous concerne directement. Donc je vous conseille vraiment de récupérer ce document qui est très bien fait, qui est très complet, avec des tableaux, je vais vous en montrer quelques-uns, et puis du texte pour pouvoir approfondir un peu plus les choses. Alors, ce premier logigramme concerne donc la prise en charge en médecine de premier recours. Donc, on a une description du tableau clinique, c'est ce qu'on vient de voir, et puis le contexte d'exposition. Et c'est vraiment, on se rend bien compte qu'il faut mettre les deux l'un à côté de l'autre pour pouvoir se lancer dans la prise en charge. Et donc, le contexte d'exposition, c'est ce qu'on a dit, HSH ou personnes transgenres, travailleurs du sexe, présence de foyers, enfin présence de cas
dans l'entourage de la personne ou professionnels de santé qui auraient été exposés de manière non protégée. Et donc, ce que nous dit l'HAS, c'est que lorsqu'on a ces deux types d'arguments, eh bien, il faut considérer que le diagnostic est clinique et ne confirmer le cas que lorsque on a un doute diagnostique. Alors, je m'arrête là une seconde. En fait, ces recommandations de l'HAS ont été validées le 1er septembre. Elles ont été écrites, réfléchies au mois de juillet et au mois d'août, alors qu'on était encore dans une phase d'accélération de l'épidémie, même si en fait on se rend compte que le pic on l'a atteint fin juin. Et donc du coup, on pensait que l'épidémie allait continuer, et que on allait être rapidement débordé pour les capacités diagnostiques. Et puis que effectivement, c'est vrai que bon, on a une petite expérience en art clinique, mais les cas qu'on a vus le diagnostic clinique a été assez facile parce qu'effectivement, il y avait à la fois les lésions au niveau génital ou anal et puis le contexte d'exposition. Malgré tout, on en a discuté il y a quelques semaines avec l'ARS. Je pense que dans la situation en Martinique, on a une circulation qui est très faible. Il est important de continuer à confirmer tous les cas. Enfin, en tout cas, voilà, si on partait sur une épidémie beaucoup plus ample, on pourrait se passer de cette confirmation. Vous avez ici indiqué les critères d'hospitalisation qui rejoignent ce qu'on a vu tout à l'heure. L'avis spécialisé pour les situations un peu difficiles, immunodéprimés, femmes enceintes, jeunes enfants, précarité, troubles psychiatriques majeurs, évolution défavorable. Là encore, je pense que tant qu'on est à un niveau de circulation faible en Martinique, je vous recommande de nous contacter systématiquement pour qu'on puisse discuter de la prise en charge. Donc vous voyez que après ensuite, donc isolement, 21 jours, autosurveillance, les principes du traitement symptomatique, le traitement des IST associés, la surveillance. Donc voilà, vraiment je vous conseille de récupérer ce document qui est très bien fait. J'ai juste dans le document, dans le texte, on n'a pas le temps et puis ce serait rébarbatif de tout reprendre, j'ai juste noté quelques points d'attention, quelques points de vigilance. Donc le patient doit être isolé 21 jours à domicile. Pas très facile. Là, en plus, on sort de 2 ans et demi de Covid, donc redire aux personnes de s'isoler, c'est pas très facile. Cet isolement, et ça, en fait, si les personnes qu'on a vues ont été très, très surpris, entre autres, c'est pas de contact physique, y compris pas de rapport sexuel, quel qu'en soit le type, même avec un préservatif. Donc ça, c'est un point qui est important et qui est, voilà, qu'il faut de manière claire. À la période de contagiosité, eh bien, il faut vraiment utiliser les préservatifs lors des rapports sexuels pendant au moins 8 semaines après donc la chute des croûtes. Sur le plan thérapeutique, pas de corticothérapie locale, pas d'AINS, pas de corticothérapie générale, pas d'aspirine à dose anti-inflammatoire, parce que tout ça, on sait que ça favorise la surinfection bactérienne et la survenue de dermo-hypodermite. Et puis, dans l'information du patient, il y a des choses très habituelles. Il y a notamment, il faut y penser, des conseils pour gérer les animaux de compagnie. Et donc, ces conseils, alors, ils sont dispensés sur le site de l'ANSES. Et donc, ils sont résumés ici. Éviter au maximum les contacts entre l'animal et la personne infectée, idéalement faisant garder son animal par une autre personne le temps de l'isolement. Avant chaque contact avec son animal, se laver les mains, puis porter des gants et un masque à usage unique. Il y a eu un cas là, qui a été publié dans le Lancet il y a quelques semaines par l'équipe de la Pitié de transmission d'un couple d'HSH à leur chien avec des lésions cutanées chez le chien. Donc c'est pas voilà, donc il y a vraiment un risque de transmission. Le risque qui inquiète le plus les épidémiologistes, c'est pas tellement chien ou chat, mais c'est plus parce que probablement ça s'arrêterait là. C'est plus transmission à des rongeurs parce que l'hôte en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, ce sont des rongeurs. Et donc, il y a un risque potentiel d'installation finalement du virus chez les rongeurs en Europe, en Amérique du Nord. Et donc là, du coup, une installation de la maladie.
Alors, même si effectivement, on voit que là, c'est une maladie avant tout, que cette épidémie, c'est une transmission avant tout interhumaine. Donc, on a aussi un logigramme qui reprend bien la conduite à tenir chez les à risque, avec la définition des contacts à risque, les précautions à prendre, et puis donc la vaccination, pas d'isolement, pas de prélèvement systématique, par contre une autosurveillance pendant 21 jours, température 2 fois par jour et surveillance de l'apparition de lésions cutanées ou muqueuses, puisque à ce moment-là, si ces lésions apparaîtraient, à ce moment-là, ce serait un cas probable, et donc du coup, il faudrait appliquer les mesures des cas probables. Il y a la même chose sur la vaccination, mais ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer dessus. Sur les infos pratiques, ce qu'il faut retenir, en fait, il y a 2 sites là très importants. Il y a le site de Santé publique France sur lequel on trouve l'actualisation des définitions et là, on peut télécharger la fiche de la déclaration obligatoire. Et puis le site de la COREB, la coordination qui concerne la coordination opérationnelle sur le risque épidémique et biologique, qui a réagi immédiatement. C'est son rôle, hein, on est en lien avec cette structure pour donner l'alerte et proposer les premières fiches de conduite à tenir. Et donc là, elles sont actualisées très régulièrement. Donc on a les fiches de conduite à tenir, mais aussi les fiches d'information à remettre aux patients, à remettre aux personnes contacts et ainsi de suite. Donc dès qu'on parle d'une émergence, faut aller vous chercher COREB sur Internet et vous aurez toutes les informations et tous les liens utiles. Autrement, il y a bien sûr le site, le site et la newsletter DGS, et puis il y a une page spéciale de Monkeypox sur le site du ministère de la Santé aussi. En Martinique, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 pour en fait tous les problèmes concernant justement risque épidémique et biologique. Ce qui concerne le REB, on avait ouvert cette astreinte pour le Covid, donc elle reste valable pour le Covid, mais on l'élargit au monkeypox. Donc aux heures et jours ouvrables, il faut passer par le standard et demander le DECT 9047. Alors dans les semaines qui viennent, on aura un numéro qu'on pourra composer directement depuis l'extérieur. Et puis, nuit, fin de semaine, jour férié, on a un GSM que je pense que vous avez déjà, puisque c'est le numéro Covid que la plupart d'entre vous ont déjà appelé au moins une fois. Sinon, vous pouvez toujours passer par le centre 15 pour avoir des informations, mais vraiment le mieux, c'est de nous contacter directement. Voilà, dernière diapositive, c'est les réflexions des infectiologues sur la On peut dire qu'il y a eu, même si maintenant ça fait 1 mois et demi qu'on n'a pas eu de cas, donc c'est pour ça que j'en parle un peu au passé, mais il y a eu une circulation active du monkeypox virus en Martinique. On pense qu'il y a eu une sous-estimation du nombre de cas. Tous les chiffres que je vous ai présentés, les chiffres internationaux, nationaux, c'est des cas confirmés. Alors, pourquoi une sous-estimation? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de formes paucisymptomatiques, et donc du coup, qui peuvent vraiment passer inaperçues. On s'est rendu compte que c'était une infection sexuellement transmissible et on sait que les personnes, d'une manière générale, ont du mal à consulter dans un contexte d'infection sexuellement transmissible, que ce soit consulter leur médecin de famille, que ce soit même consulter dans des structures spécialisées comme les CEGID. Là, en plus, non seulement c'est une infection sexuellement transmissible, mais qui touche les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, donc avec une crainte, et ça on l'a très bien perçu dans les personnes qu'on a vues, la crainte de stigmatisation, l'homophobie persistante dans la Caraïbe et notamment en Martinique. Donc tout ça, ça n'incite pas à aller consulter. De plus, finalement, alors si on fait un diagnostic de monkeypox, eh bien la recommandation, ça va être de rester à la maison pendant 3 semaines, donc ce qui est pas forcément très motivant. Et en plus, on n'a aucun traitement spécifique à l'heure actuelle. L'autre point, c'est qu'il y a eu assez peu de communication et d'information en direction des professionnels de la santé et de la population. Et puis, alors, il y a eu ça au niveau national, voire international,
une peur en termes de communication justifiée au début de ne pas vouloir stigmatiser les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais du coup, une crainte, et c'est assez flagrant dans la communication de Santé publique France, enfin, une peur de parler d'infections sexuellement transmissibles, alors que là, on en a vraiment tous les critères et tous les aspects. Et donc, du coup, c'est vrai que la communication est à ce jour pas très très claire et en tout cas probablement insuffisante. Donc ça, c'est sur la probable sous-estimation. Donc même si là, on n'en a pas diagnostiqué, en tout cas, il y a eu probablement plus de 9 cas et puis de 8 cas. Et puis, on sait, enfin, on nous a dit que bon, il y a au moins 2 cas qui ont été diagnostiqués en médecine de ville et probablement que un certain nombre d'entre vous ont vu des cas qui pouvaient correspondre. Par ailleurs, donc, les cas qu'on a observés en Martinique, c'était comme partout ailleurs des personnes qui avaient un multipartenariat important simultané. Et surtout, et ça c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus net ici en Martinique, la moitié des personnes qu'on a vues avaient des relations sexuelles avec des hommes, mais aussi avec des femmes, et ça de manière simultanée. Et donc ça, on sait que c'est une situation qui est à risque d'avoir une diffusion du virus qui, pour l'instant, effectivement, ne s'observe que ou quasiment que chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, une diffusion du virus dans une population plus large. Et ce qui nous fait dire ça, c'est que c'est exactement ce qu'on a, on a déjà vécu ce phénomène 2 fois. Le VIH, quand il est arrivé en Martinique en 1984-1985, il est arrivé exclusivement chez des hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. Et pendant quelques semaines, tous les nouveaux diagnostics se sont faits dans ce contexte-là. Et puis, progressivement, et donc ça, on a un petit peu oublié ça d'ailleurs, lorsque on parle de l'histoire du VIH en Martinique. Et puis, progressivement, le virus a diffusé dans une population plus large et s'est mis à être transmis majoritairement au cours de relations hétérosexuelles. On a observé exactement la même chose avec la syphilis. En 2002, il n'y avait plus de syphilis en Martinique. On a recommencé à observer des cas en 2005 uniquement chez des HSH et quasiment tous infectés par le VIH. Et donc ça, pendant 1 an, 2 ans, et puis progressivement, on a vu que les cas de syphilis, eh bien, on les voyait plus fréquemment chez des femmes, plus fréquemment chez des hommes hétérosexuels, et progressivement, alors ça s'est pas fait en quelques mois, ça s'est fait en quelques années, on a eu un glissement, et maintenant, la syphilis s'est réinstallée en Martinique. On observe en fait des petites poussées épidémiques, aussi bien chez les HSH que de transmission hétérosexuelle. On observe, et vous devez en être témoin aussi, des cas de syphilis chez les femmes enceintes. Il y a eu des cas de syphilis néonatale. Et donc, c'est vrai que notre crainte à l'heure actuelle, alors bon, sauf si les choses s'arrêtent complètement, mais malgré tout, notre crainte, c'est que on ait une évolution qui puisse se faire à bas bruit vers ce qu'on a connu avec le VIH et la syphilis. Donc, même si on est plutôt rassuré par les derniers chiffres actuellement, on a vraiment peur qu'il y ait cette évolution, et donc il faut que on a demandé à l'ARS de communiquer plus sur cette maladie en direction de la population générale, mais aussi en direction des professionnels de santé pour pouvoir être alertés par des lésions qui, dans un certain nombre de cas, peuvent passer inaperçues. Voilà ce que je voulais vous raconter ce soir. Merci professeur, cette présentation, enfin moi personnellement je l'ai trouvée très bien et très complète, ça a répondu à beaucoup de mes questions. J'en ai encore une ou deux, mais je laisse la parole déjà à mes collègues. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Bon, on dirait que ça a été assez complet pour tout le monde. Alors je vais vous embêter 2 minutes alors du coup. Juste je rebondis sur 2-3 petites choses. Par ordre, quand vous disiez détruit par la chaleur, est-ce que du coup c'est détruit? C'est à combien les vêtements? On peut les mettre à la machine à laver? Ouais, c'est machine à laver 60 degrés. Voilà, quand même.
D'accord. Après, j'avais une autre question pour les contre-indications, les médicaments. C'est la ciprofloxacine, mais pas toutes les quinolones. Pareil, Non, c'est spécifique. voilà, oui, tout à fait. Oui. Et bon, c'est antécédent d'allergie identifié à la ciprofloxacine. D'accord, merci. Bon, ben, j'en ai une dernière, hein, je continue. Les enfants qui ont été atteints du poxvirus, ils l'ont attrapé comment? C'est par rapport aux parents, peut-être, le contact Oui, rapproché ou... voilà, c'est contact rapproché avec les parents sans abus sexuels. Hein, voilà, c'est Mhm. simplement parce que effectivement, Oui, c'est un virus qui se transmet. Ben voilà, s'il y a des lésions, notamment au niveau des mains, etc., qui peut tout à fait se transmettre comme ça. Donc les d'accord. cas en plus, c'est plutôt des petits enfants, donc non, c'est vraiment comme ça. D'accord. Bon, ben merci. Voilà, c'était mes petites remarques. Alors moi, j'ai des questions à vous poser. Du coup, est-ce que, donc à l'ensemble des personnes qui sont là, est-ce que vous avez, là, ces dernières semaines, est-ce que vous avez vu des cas? Est-ce que vous y avez pensé? Voilà, est-ce que finalement les photos que je vous ai montrées, est-ce que ça vous a fait penser à des cas que vous auriez vus? Une petite main? Non? Non. Une question du docteur Bush qui dit est-ce que le vaccin se trouve en pharmacie? Alors non, le vaccin ne se trouve pas en pharmacie. C'est un vaccin qu'on utilise hors AMM. Et donc c'est un vaccin qui en plus qui a été donné un peu au compte-gouttes, même si comme pour le vaccin contre le SARS-CoV-2, on n'en a pas manqué par rapport à notre demande, mais donc on est livré directement au CHU. C'est un vaccin qui est administré au Cégide. Donc là, on a deux demi-journées. C'est le lundi après-midi et le jeudi après-midi. Alors, si on va sur Internet, qu'on tape vaccination monkeypox, on trouve les coordonnées du centre de vaccination. Et donc, en fait, c'est les coordonnées du service de maladies infectieuses. Donc, voilà, c'est un vaccin qui est congelé. Donc, il y a aussi un processus de décongélation qui est un peu comme celui qu'on a avec les vaccins à ARN. Et donc, voilà, donc c'est comme ça qu'il est administré. À un moment, je sais qu'au cours du mois d'août, le ministère avait envisagé d'ouvrir largement l'utilisation du vaccin aux pharmaciens, aux médecins de ville, etc. Et puis, ben, en fait, avec la baisse de l'épidémie, puis je pense que beaucoup de personnes à risque se sont fait vacciner, en tout cas celles qui avaient envie. Et donc, ça n'a plus l'air d'être trop d'actualité. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une utilisation très, très large qui soit prévue actuellement. Le docteur Mouget-Florence, docteur Mouget? Docteur Mouget? Voilà, vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. D'accord, bonjour. Oui, très bien. Moi, au cabinet, j'en ai jamais vu. Bon, j'ai eu des patients homosexuels qui m'ont demandé pour la vaccination, donc j'étais monopartenaire, donc c'était pas utile. Par contre, en métropole, on a des copains qui ont eu des tableaux vraiment très très atypiques et qui se sont confirmés être des monkeypox. Voilà, c'était pour répondre à votre question, est-ce qu'on a vu au cabinet et... D'accord, ok. Bon. Après, voilà, enfin, vraiment, je pense que voilà, il faut vraiment y penser. Bon, quand une personne, se déclare, déclare avoir des relations, quand un homme déclare avoir des relations sexuelles avec un autre homme, et qu'il y a des lésions cutanées qui traînent un peu, il faut vraiment l'évoquer et vraiment le faire prélever. Alors, les prélèvements, en fait, aujourd'hui, manifestement, il y a plusieurs laboratoires de ville en Martinique qui peuvent faire le prélèvement et qui se chargent de l'envoyer en métropole. Sinon, ben, on peut le faire au niveau du CHU, au niveau du CJ. Mais en tout cas, voilà, si quelqu'un ne veut pas venir au CHU, ne veut pas venir au CJ, on peut le faire en laboratoire de ville. D'accord, donc pour les couples homosexuels sages, pas de vaccination. Alors, je pense qu'on peut être un peu large sur l'indication. Hein. C'est un vaccin qui est très bien toléré.
Voilà, enfin moi j'ai eu plusieurs patients homosexuels que je suis pour une infection à VIH qui m'ont dit non initialement et puis qui finalement, voilà, une semaine, 10 jours après, m'ont recontacté en me disant bah si finalement on veut bien se faire vacciner. Donc je pense qu'il faut le proposer largement parce que en plus ben voilà les comment dire les comportements sexuels peuvent évoluer de manière non prévue. Et je pense que c'est quand même une population là très très à risque et D'accord. Donc, même voilà. les homosexuels non VIH et très sages, on leur propose quand même. Oui, voilà, je pense qu'il faut le proposer, voilà, exactement. D'accord. Ok. Merci. Surtout que bon, en plus, voilà, là, on a suffisamment de doses. Vous avez peut-être suivi ça, la deuxième dose, donc normalement c'est 28 jours après. Comme il y a eu une forte demande dans l'Hexagone au mois de juillet, on a retardé la deuxième dose. Mais nous, par exemple en Martinique, on n'a pas eu besoin de retarder la deuxième dose. On l'a bien fait à 28 jours, en sachant que la protection est quand même beaucoup plus importante après la deuxième dose. Voilà. Mais donc tout ça pour dire qu'on a des doses et si les personnes, voilà, il faut vraiment pas hésiter à le proposer. Donc il y a les homosexuels masculins, les transgenres et aussi bah, toutes les personnes qui sont travailleuses du sport. D'accord. C'était juste un couple d'homosexuels non VIH. On m'avait posé la question, donc bon, je leur avais dit pas de panique, mais bon, la prochaine fois que je les verrai. Oui, voilà, pas de panique. Voilà, exactement. C'est exactement pas de panique, mais ils peuvent le faire là tranquillement. D'accord. Merci. D'autres questions? Non. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, on va remercier le professeur Cabier pour la présentation. Et puis, Madame Gabet va vous envoyer le petit post-test, vous faire travailler encore un petit peu. Et puis autrement, ben, on vous remercie tous, on vous souhaite du courage dans votre profession, dans la vie de tous les jours, plein de bonnes choses. Et puis merci à vous alors. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Merci, professeur.